Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Mais que veulent donc nos élus pour se réunir en congrès à 5 reprises depuis le mois de juin 2002? C'est la question qu'on est tenté de leur poser. S'agit-il de discuter des effets du chlordécone et des moyens pour s'y soustraire? S'agit-il de réfléchir à l'amélioration du transport de passagers, que ce soit par bus, par le TCSP ou par la navette maritime? S'agit-il de trouver les voies et moyens pour réduire les déserts médicaux qui se sont fortement développés et qui font que, dans certaines spécialités, il faut attendre 6 mois avant d'avoir un rendez-vous? S'agit-il d'identifier les raisons qui font que le kilo d'igname de Martinique est vendu à 7 € et l'avocat à 10 € pièce? S'agit-il d'examiner les effets dans notre pays de la loi récemment votée sur le plein emploi, précisément adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, obligeant les 36 000 titulaires du revenu de solidarité active d'avoir une activité non rémunérée de 15 heures au moins par semaine? S'agit-il de vérifier que les besoins en termes de consommation électrique seront effectivement couverts par l'usine EDF de Bellefontaine avec l'appoint de sources d'énergie alternatives? C'est une question d'importance, notamment compte tenu du fait que, dans 10 ans, les véhicules à moteur thermique ne seront plus vendus et que les batteries des véhicules électriques devront être rechargées. S'agit-il d'annoncer aux acheteurs de ces véhicules électriques comment et par quoi sera remplacée la taxe spéciale sur les carburants que nous payons sur chaque litre de carburant acheté et qui finance les travaux routiers et les transports publics? En effet, il y a tout lieu de penser que la consommation de carburant diminuera et inévitablement, ainsi donc que le montant total de la taxe aujourd'hui collectée. S'agit-il d'améliorer notre cadre de vie en faisant en sorte que le ramassage et la valorisation des déchets soient assurés de manière satisfaisante, que le réseau d'alimentation en eau potable, comme le réseau d'assainissement, ne soit pas défectueux, que la tonte de l'herbe et l'élagage des arbres qui emprisonnent et détériorent les câbles électriques EDF le long des routes territoriales, c'est-à-dire les routes nationales et départementales gérées par la CTM, ainsi que le long des voiries communales, soient effectués régulièrement et non tous les 36 du mois comme aujourd'hui. Nos élus se préoccupent-ils du fait que les capacités de stockage des déchets ultimes ne sont pas loin d'être atteintes? Il ne reste aujourd'hui qu'une seule alvéole de disponible au centre d'enfouissement de déchets ultimes de Petit Galion. Que ferons-nous donc après? S'agit-il de reconsidérer le taux de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, calculé en pourcentage et qui, par ces temps de déflation, fournit aux communes comme à la CTM des sommes considérables qui s'ajoutent au prix des produits achetés par les Martiniquais? C'est notamment le cas des carburants
qui, depuis 2021, ont augmenté de plus de 30 centimes d'euros par litre. Curieusement, nos élus municipaux, territoriaux et même nos sénateurs et nos députés, dont l'un, M. Ajar, s'est fait le champion de la lutte contre la vie chère, eh bien tout ce beau monde est totalement muet sur cette question. C'est sans doute parce qu'ils ne se sentent pas plus concernés que ça. S'agit-il de mettre en place le contrat de plan territorial de développement, de la formation et de l'orientation professionnelle, qui aurait dû être adopté par la CTM au plus tard 1 an après le début de la mandature, c'est-à-dire en juin 2022? S'agit-il du schéma territorial de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le fameux STD2I, dont le but est de faciliter la définition des orientations de la CTM en matière de développement économique, ce qui est d'ailleurs une obligation imposée par la loi. S'agit-il de définir un schéma d'aménagement routier sur 5 ou 10 ans dans lequel seraient revus les traits, pour ne pas dire les trop nombreuses intersections, en fait des ronds-points mal conçus ou inadaptés à la circulation et qui contribuent à des embouteillages quasiment de manière permanente? Mangovulsin, par exemple, où les véhicules venant du rond-point de l'Union, c'est-à-dire ce qu'on appelait le rond-point de la Brassie-Lorraine, sont dans l'impossibilité de savoir si ceux venant en sens inverse, engagés dans le rond-point de Mangovulsin, prendront la première sortie à droite en direction du rond-point de l'Union ou prendront la seconde sortie en direction de l'hôpital de Mangovulsin et du Verpré. C'est parfois si difficile que cela devient périlleux et dangereux. Deuxième exemple, le rond-point de l'Union, encombré dès 6 heures du matin et quasiment toute la journée, en raison d'ailleurs des bouchons au rond-point de Mangovulsin. Troisième exemple, le rond-point de Champigny à Ducos, lui aussi totalement saturé du fait de la trop grande proximité de la zone commerciale, ce qui aurait pu être aisément évité en aménageant cette zone d'activité autrement. Enfin, le rond-point de Galéria, où l'hypermarché débouche quasi directement dans ce carrefour, dangereux pour les piétons comme pour les automobilistes. Eh bien non, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, ce ne sont pas les questions qui préoccupent nos élus. D'ailleurs, la seule et unique fois où un schéma d'aménagement routier a été présenté et voté fut le fait du Conseil régional de la Martinique en février 1991 sous la présidence de feu Camille Darcière, dossier présenté par Louis Couzol, l'ancien maire de Sainte-Luce. C'est vieux tout ça, me direz-vous. Certes, mais à l'époque, on avait des élus qui considéraient avoir des comptes à rendre aux Martiniquais. Ce schéma prévoyait même un projet routier permettant de relier les communes de la côte atlantique à celles de la côte caraïbe sans passer par Fort-de-France. Comme certains disent, à l'édio. Alors, si nos difficultés quotidiennes ne sont pas l'objet des échanges des élus, de quoi discutent-ils, nos chers élus? Eh bien, ils discutent d'une modification de la Constitution française, afin d'obtenir que la CTM dispose de plus de compétences, mais surtout qu'elle puisse édicter des lois, des règlements, y compris lever l'impôt, sans doute parce qu'il n'y en a pas assez.
Ils n'ont pas évoqué une monnaie et une armée territoriale, mais cela viendra sans doute plus tard. Sur 84 élus convoqués la semaine dernière pour le 5e congrès des élus, 37 étaient présents. 5 maires présents sur 34, en dehors de 2 ou 3 qui sont conseillers de la majorité. Les élus des groupes PIA, la Martinique Ensemble et Grand Assemblée ont refusé de participer à cette réunion. L'intérêt des Martiniquais pour ce congrès n'était pas des plus évidents. Le magazine Antilla nous indique que 158 personnes suivaient les travaux sur le net à l'ouverture de ces derniers. L'après-midi, ce chiffre s'est réduit à 50. Quand Louis Boutrin, seul élu de la liste du Grand Assemblée à être présent, a pris la parole pour développer la question des scénarios de modification institutionnelle, 10 internautes sont immédiatement partis. Il en restait une quarantaine. 25 courageux sont allés jusqu'à la fin des explications du conseiller et juriste devenu expert en droit constitutionnel. Ce fiasco retentissant n'est pas une nouveauté. La 4e séance du Congrès des élus de Martinique, tenue en juillet 2023, avait été boudée par plus de la moitié des élus qui avaient été invités. Ce qui est tout de même curieux, c'est que le programme de l'Alliance, la liste patronnée par Serge Letchimy, et présenté à l'occasion de l'élection territoriale de juin 2021, décliné sur 18 pages, proposait 13 axes et 207 propositions. Aucune de ces propositions ne comportait une ligne consacrée aux modifications souhaitées de la Constitution française. Il faut donc considérer que c'est entre juin 2021 et juin 2022 que ce qui n'avait pas été prévu dans le programme soumis au vote des électeurs martiniquais est devenu une évidence pour Serge Letchimy. Il n'y a que la foudre qui peut provoquer un pareil bouleversement. Mais comment croire un tel revirement? Ne serait-ce pas plutôt l'illustration d'une pratique politique consistant à cacher ses véritables intentions pour remporter des élections en imaginant avoir les mains libres une fois élus? Les mains libres pour adopter un drapeau et un hymne sans que les Martiniquais n'aient été consultés, les mains libres pour faire du créole, que beaucoup d'élus parlent d'ailleurs très mal, une langue officielle quand elle est déjà une langue populaire, ce qui est bien l'essentiel. Ou encore, comme maintenant, de tenter d'obtenir le pouvoir de décider des lois et règlements applicables chez nous. Car si, comme l'affirme le président de la Martinique, Serge Letchimy, cette évolution est indispensable pour assurer le développement de notre pays, comment ne s'en est-il pas aperçu lors des élections territoriales et pourquoi ce point n'a pas constitué un axe majeur de ces 207 propositions? Nos élus seraient sans doute beaucoup plus crédibles si, au lieu de se contenter d'être des experts en constitution, ils présentaient les propositions d'action que les nouveaux pouvoirs, considérés par eux comme essentiels, permettraient de réaliser, à supposer que cela ne soit pas possible aujourd'hui. Mais de cela, hélas, il n'en est jamais question. Alors, faisons un peu de politique fiction et permettez-moi de présenter 6 questions à nos élus afin de les aider à nous éclairer. Première question.
En matière économique, les élus martiniquais veulent-ils réduire le SMIC pour faciliter le développement des entreprises et l'embauche, ou sont-ils au contraire disposés à l'augmenter de 40%? Veulent-ils, oui ou non, supprimer la prime de vie chère dite des 40% que touchent les agents publics? Deuxième question. Les charges sociales sont jugées trop élevées par les patrons grands ou petits. Nos élus veulent-ils les réduire et qui paiera le manque à gagner? Troisième question. En matière éducative, quels sont les freins qui ne permettraient pas que les élèves martiniquais maîtrisent les savoirs fondamentaux, l'environnement culturel, historique et géographique, le créole et les langues étrangères parlées dans la région? Nos élus veulent-ils des diplômes martiniquais spécifiques? Quatrième question. Sur quelles activités se fonderait un plan de développement de notre pays? Par exemple, nos élus sont-ils disposés à tout faire pour réduire les surfaces plantées en canne et en banane au profit d'autres productions, notamment des productions vivrières? Comment entendent-ils récupérer les terres en friche? Est-ce en expropriant les propriétaires ou en faisant l'acquisition? Cinquième question. En matière d'imposition, les taux d'imposition décidés par nos élus suivent les prix de l'alimentation. Ils sont d'ailleurs 40% plus élevés en moyenne qu'en France. Quelles sont les nouvelles recettes fiscales dont nos élus souhaitent la mise en place? Sixième question. Nos élus disent vouloir favoriser le maintien des jeunes en Martinique et favoriser le retour de ceux qui le souhaitent. En quoi cela est-il impossible aujourd'hui? Faut-il comprendre que la CTM souhaite les embaucher? Et si oui, pour quelles activités qui ne se fassent déjà? Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je ne manquerai pas de vous tenir informés des éventuelles réponses. Les paris sont ouverts. Merci.